Je suis maintenant directeur de la photographie. Quelquefois, je tiens la caméra, même en étant directeur de la photographie, donc c'est toujours le même terme. Cadreur, c'est un technicien qui tient la caméra et qui exécute des mouvements d'appareil sous les ordres du metteur en scène et du directeur de la photographie. Il y a une différence fondamentale entre la France et les États-Unis. En France, le cadreur prend a une espèce de priorité par rapport au directeur de la photographie pour le découpage, donc pour la suggestion des plans à faire, tandis qu'aux États-Unis, c'est le chef opérateur ou directeur de la photographie qui décide de tout, qui fait les répétitions, qui montre au cadreur ce qu'il veut, et ensuite le cadreur exécute sans aucun problème et sans aucun complexe. Au début de ma carrière, j'étais plutôt dans la veine documentariste. Alors j'aimais beaucoup le film Le Flaherty de Joris Ivens, de la période de la grande crise aux États-Unis, les photos de Dorothée Allange, et j'étais inspiré par ce genre de choses. Quand je suis devenu chef opérateur de cinéma, j'ai mélangé mon passé d'assistant opérateur et des idées qui me venaient du reportage, que j'avais beaucoup fait ou exécuté avant. Donc c'était un mélange de choses, comment dirais-je, et préparées et pas préparées, car j'aime beaucoup éclairer, comme on dit, avec ce qui se passe à l'instant. C'est-à-dire, je ne peux pas envisager de lire un scénario, d'écrire une scène sans avoir vu les acteurs répéter dans la scène. J'ai peut-être été assez influencé par la période von Sternberg, Shanghai Gesture, des choses comme ça. Je suis un grand utilisateur du contre-jour. Pas toujours, je me suis fait quelquefois descendre en flammes parce que je faisais des contre-jours, mais c'est un excellent moyen dans les films en couleur actuellement de détacher l'acteur principal de la masse des autres. Et c'est pour ça que le contre-jour a été inventé d'ailleurs à la période de von Sternberg. Dans Shanghai Gesture, par exemple, les gens ignorent que l'opérateur de von Sternberg était un Français. Tout le monde le savait aux États-Unis, mais en France, personne ne le savait. Voilà, il s'appelait. J'ai un petit trou. Il s'appelait Polivano. Il était né à Nice et il était un des nombreux opérateurs de von Sternberg qui aussi était un fou de l'image, un fou d'image. Donc souvent, pour d'autres raisons, il vaselinait le visage des femmes pour qu'elles reluisent dans la lumière et cela cachait les défauts du visage au-delà du maquillage. Je n'ai jamais fait vaseliner le visage des femmes, mais je l'ai fait une fois dans un court-métrage, le premier court-métrage que j'ai fait, et qui était en Belgique, l'histoire d'une briquetière, et qui a eu un prix à des tas de festivals, qui s'appelait Klinkart. Et là, on n'avait pas de maquilleur, et j'ai fait vaseliner le visage d'une jeune fille, et comme ça, elle prenait beaucoup de force dans l'image. Rétrospectivement, je ne suis pas mécontent d'avoir été un des derniers artisans de la nouvelle vague. Je suis dans la deuxième vague de la première vague, de la nouvelle vague, hein. Donc, puisque j'ai travaillé avec Agnès Varda, Godard et d'autres qui venaient de la nouvelle vague, et dans les courts-métrages, déjà, j'appliquais pas mal ces lumières, qui étaient les lumières naturelles ou très peu de lumière, parce que je gagnais ma vie en faisant du reportage. J'ai travaillé pour 5 colonnes à la une. Et quand nous travaillions très loin, il n'était pas question d'emmener un studio d'éclairage avec soi. On amenait quelquefois une lampe, une photofloude ou deux photofloudes. Quelquefois on la vissait dans un abat-jour, ou on la vissait dans un point où il y avait une lampe différente et on tournait avec ces lumières-là de façon à donner une lumière réaliste. Simplement que j'ai habillé ce peu de lumière avec un concept très fort d'endroit où placer cette lumière, même une lumière très très faible. Et parce que pendant la nouvelle vague, beaucoup d'opérateurs envoyaient la lumière au plafond. Et au plafond, ça fait des marques aux yeux, sous les yeux. Et même en lumière douce, ça durcit un peu les femmes.
Donc si je devais balancer de la lumière, je la balançais sur un mur ou sur un bout de polystyrène blanc. Et bon, je travaillais comme ça, quoi. Un des premiers films que j'ai fait, qui était Masculin-Féminin de Godard, était fait avec deux lampes de quartz de 650 watts, c'est tout. Il y a eu une répétition, et puis ensuite, comment dirais-je, les gens ont fait des choses différentes par rapport à la répétition. Donc, le machiniste recevait ses instructions à l'oreille par Jean-Luc Godard, et nous partions dans l'inconnu sur un chariot, sur un élémac qui est un instrument de travelling. J'avais un très bon assistant qui était William Lubchansky, qui est devenu un opérateur très connu, qui m'empêchait de tomber plusieurs fois de cette dolly qui, je ne savais pas où elle allait. Donc, et Godard m'avait demandé de couper des personnages en deux sur les bords du cadre pour qu'ils soient là sans être là. Donc ça, c'est la chose que je n'avais jamais faite. Mes instincts de reporter, avec la tête, c'était d'arriver droit sur les acteurs. Oui, mais le noir et blanc extraordinaire vient de la chimie. La chimie, c'est que normalement, on développe la pellicule noir et blanc, on l'a développée à 6 minutes. Et moi, je l'ai développée à, je crois, 9 minutes ou un truc comme ça, dans mes souvenirs. Et j'ai remonté le contraste, ce qu'on appelle le gamma de la pellicule, pour qu'il y ait des noirs et des blancs en éliminant pratiquement les gris. Voilà. C'était aussi ma signature dans certains films de la nouvelle vague. Quand Orson Welles m'a engagé, il m'a demandé comment j'entendais faire ce film en 26 jours ou en 25 jours, en couleur, avec quel matériel d'éclairage j'allais le faire. Et je lui ai suggéré de travailler avec des Colortrans, qui étaient des grosses ampoules de 1000 watts survoltables, en 110. Et il m'a dit formidable, parce que c'est le gaffeur, mon chef électricien de Citizen Kane, qui les a inventés. Donc il est très rare que j'ai utilisé du matériel classique. J'avais des boîtes à lumière avec du calque devant pour rendre des lumières douces sur Jeanne Moreau, mais pas toujours. Et j'utilisais aussi de temps en temps des contre-jours, pas très forts. Oui, oui, absolument, c'est dans Une histoire immortelle. Ce n'est pas mon invention, c'est l'invention d'Orson. Et il m'a appris ça. Alors j'ai éclairé avec un projecteur qui venait du haut, en contre-jour, et puis qui touchait le livre d'aluminium, et c'est ça qui a éclairé. Voilà. Je l'ai refait plusieurs fois dans d'autres films. Non, les lumières froides du début, c'est le nord. Je suis né pas loin de là, je connais bien la lumière du nord, et la lumière est bleuâtre dans le nord. Les nuits américaines, c'est autre chose, vous comprenez? Mais la lumière est froide là-bas, et j'ai choisi exprès une pellicule Fuji, était beaucoup plus froide que la pellicule Kodak, qui était très vigoureusement chaude. Alors j'ai utilisé pour certaines séquences du début la balade de, de Gérard Depardieu, de la pellicule Kodak, et à certains moments, quand on s'avance vers la nuit, je suis passé sur une autre pellicule, sur la pellicule Fuji, qui était plus froide. C'est-à-dire le filtrage, c'est moi qui l'ai inventé. Pour ça, chacun a sa méthode, c'est comme un cuisinier, hein. Donc j'avais mes filtres de nuit américaine, j'en avais deux kits, deux sets. J'en avais un à Los Angeles où je vivais à ce moment-là, et un autre à Paris dans l'appartement que j'avais quand je passais. Donc ce sont ces filtres de nuit américaine que j'ai utilisés. Et à des moments, je ne les ai plus utilisés aussi parce qu'il a fallu que je fasse autre chose. Parce que le grand sport de tourner avec Piala, c'est qu'il vous met souvent dans des situations impossibles pour voir si vous allez vous casser la gueule. Et je ne me suis pas cassé la gueule. Oui, et surtout si on décide on va éclairer des femmes ou tourner des femmes au zénith. Au zénith, c'est pas la boîte de nuit. Au zénith, c'est quand le soleil est en haut. Parce que naturellement, ça leur fait des yeux pochés qui descendent jusqu'au menton.
Donc maintenant, il y a un grand système qui est d'utiliser des grandes toiles pour filtrer le soleil. Ce sont les Américains qui ont commencé avec ça. L'invention technique, peut-être, je sais pas, les kinoflots, les tubes fluorescents, les nouveaux tubes fluorescents qui sont à bonne température de couleur, qui existent en plusieurs formats, qui permettent de restituer la lumière du jour ou une lumière artificielle d'une façon assez forte pour exposer la pellicule et surtout les progrès dans les pellicules. Les progrès dans les pellicules sont moins de lumière maintenant qu'avant. Cependant, les jeunes opérateurs se trompent toujours et veulent toujours plus de lumière. Alors que s'ils avaient vécu 40 ans avant, ils auraient dû tourner aussi, sans cette avalanche de lumière. En France, c'est venu assez tard, oui, oui, oui. Il y a une différence d'ailleurs. Aux États-Unis, quand on dit apportez-moi un poli, c'est pas un poli, c'est du carton blanc qui est pliable, qui ne se casse pas, qui ne se casse pas. Le poli, ça se casse. Vous voyez quand on essaye de. Donc on peut faire des trucs courbes comme ça et renvoyer, adoucir la lumière, fabriquer une espèce de soft light, de lumière douce, avec ce genre de choses-là. Tandis qu'en France, on peut se servir du polystyrène, c'est très bien. Il ne faut pas le mettre en bas parce que ça fait sortir les trous de nez. Il ne faut pas le mettre trop en haut parce que ça vous fait des marques sous les yeux. Donc le polystyrène, si le mur n'est pas clair, il faut le placer au bon endroit. C'est pas aussi magique qu'on ne le pense. L'outil majeur d'un opérateur, c'est son œil. Et c'est pas les trucs techniques.